merci aux derniers arrivants. Donc voilà, pour l'instant, nous sommes une trentaine. Normalement, il y a encore une trentaine de personnes qui devraient nous rejoindre, mais on va commencer tranquillement les échanges. Rapidement, pour introduire ce webinaire, je voulais dire 2 mots sur Active Action. Donc, c'est l'association que je représente ce soir et pourquoi on organise ce type de webinaire. Le but d'Active Action, c'est du coup de transformer les parcours professionnels en une expérience constructive. Donc, depuis 6 ans, on accompagne les chercheurs d'emploi en créant, en développant, en animant des communautés d'entraide un peu partout en France, avec l'objectif que la période de recherche d'emploi soit constructive et que ça soit une période qui nous permette de développer nos compétences, et notamment nos compétences savoir-être, nos soft skills. On en parlera justement ce soir de ce terme de soft skills. Et donc aujourd'hui, voilà, on a animé 2500 ateliers pour 17 000 participants dans une trentaine de villes et 7 pays. Et depuis quelques mois, même on va dire quelques années, notre objectif, c'est également de travailler avec tous les acteurs de l'emploi et notamment du monde de l'entreprise, des associations, etc., pour co-construire ensemble le monde du travail d'aujourd'hui, mais aussi de demain, un monde du travail, si possible, inclusif et durable. Et c'est pour ça qu'on propose ces webinaires, à la fois des événements inspirants avec l'objectif que voilà, vous puissiez avoir accès à aujourd'hui des intervenants qui vont nous partager leur expérience, leurs bonnes pratiques, leur point de vue, leur vision sur cette thématique. On organise effectivement chaque mois aussi des ateliers de co-développement sur des problématiques autour du management et de recrutement. Donc on vous en parlera à la fin du webinaire, on vous donnera les prochaines dates de nos événements. Également des formations pour créer des dynamiques collaboratives dans son équipe, adopter des postures de manager facilitateur et aussi évaluer justement les soft skills dans son recrutement. Et également, on va bientôt proposer une communauté d'entraide entre professionnels avec cette volonté aussi de s'entraider sur nos problématiques qu'on rencontre au jour le jour dans nos missions ressources humaines, management, recrutement, etc. Je vais présenter les invités avant de présenter la thématique. Donc, pour m'accompagner ce soir sur cette thématique du recrutement inclusif, j'ai l'honneur d'accueillir 3 personnes avec moi, 3 invités. Ils m'ont chacun donné une phrase qui les représente pour qu'on apprenne à les connaître un peu différemment. Donc, il va y avoir un peu ce petit jeu de savoir qui se cache derrière quelle phrase. Notre premier même invité, donc ça vous donne déjà un indice, adore le badminton, car le volant en plume ne pèse pas plus de 5 grammes, mais peut voler jusqu'à 470 km/h. Donc voilà, on a des aspects un peu techniques. Et c'est aussi un des sports, le seul sport ou un des rares sports qui est mixte au JO. Donc voilà, ça fait en lien avec notre thématique du jour. Et puis, il nous dit aussi que la diversité commence par la mixité. Il a 5 sœurs et 4 filles. Alors, l'altérité, je répète ces mots, l'altérité, je pratique et cela désaltère ma soif de curiosité. Donc, quelqu'un qui aime aussi les jeux de mots et la langue française. Et donc, c'est François Mélini qui est responsable sécurité chez BNP Paribas. Est-ce que François, tu veux nous faire un petit coucou? Oui, bonjour, je suis responsable sécurité au sein de la RH. Donc, au sein des le RH, sujet RH également. chez BNP Paribas. Merci d'être avec nous, François, ce soir. Notre deuxième invité aime faire du recycling et transformer les objets, leur donner une seconde vie pour développer toujours plus son sens de la créativité, ses soft skills qui sont essentiels dans son métier. Elle dit aussi qu'elle est persévérante quand il s'agit de convaincre, que ce soit sur les bienfaits de la diversité et de l'inclusion sociale, comme dans la vie perso pour défendre, mais aussi comme dans sa vie perso pour défendre sa recette de la tarte au citron. Ça donne l'eau à la bouche en ces heures de presque repas du soir. Je vous présente Bérénice May, qui est responsable des partenariats au sein de l'association Article 1, une association qui promeut l'égalité des chances, et on en saura plus tout au long de cette soirée. Bérénice, merci d'être avec nous. Bonjour à tous. Notre troisième invité, du coup, à 19 ans, il rentrait dans des missions humanitaires en Afrique et il débutait ses études de biologie marine à l'Ifremer de Brest. J'espère que je n'écorche pas le nom de l'école. Il nous dit comment, 15 ans après, avec un bac plus 3 laborieux, comment il a pu se retrouver à diriger des entreprises dans le BTP. Il se pose encore la question. Et sa curiosité, sa capacité relationnelle et l'envie d'être différent doivent l'amener à cette fonction aujourd'hui. Et il a une sœur jumelle et donc ça l'a poussé à être dès le plus jeune âge différent et à se démarquer. Donc je vous demande d'accueillir Vincent Cariot, qui est directeur régional de Vinci Énergie et qui est en charge des entreprises Uxello. Bonjour Vincent. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Et voilà, ravi d'être parmi vous et de pouvoir discuter avec vous sur les différentes expériences des uns et des autres. Merci Vincent. Et c'était bien l'Ifremer.
Bien joué. Ifremer, voilà, j'ai tenté, j'ai gagné. Bienvenue à vous trois. Du coup, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, quelques bonnes pratiques, bien couper votre son et votre caméra parce qu'on va enregistrer ces échanges et donc du coup, on ne vous a pas demandé le droit à l'image, donc c'est bien que vous puissiez rester le plus anonyme possible. Deuxièmement, il y a un espace chat avec un petit message en haut à droite. Si vous voulez poser des questions tout au long des échanges, n'hésitez pas à utiliser cet outil pour poser les questions et à la fin, vers 19h, Rémi sélectionnera une partie de vos questions qu'on pourra poser aux intervenants. Donc voilà, si vous voulez interagir avec nous, poser des questions, que ce soit sur l'aspect technique ou sur le sujet du soir, n'hésitez pas à utiliser cet outil. Comment ça va se passer? Donc là, il est 19h10. On va pendant une 50 grosses minutes, 55 minutes, écouter Bérénice, François et Vincent nous parler de leur expérience par rapport à la diversité et l'inclusion, notamment d'un point de vue recrutement. Donc, qu'est-ce qu'ils ont pu vivre au sein de leur pratique. Et effectivement, Bérénice nous présentera aussi ce qu'elle fait avec Article 1 et comment elle aide les jeunes à développer leurs compétences, notamment savoir-être. Et puis, on prendra un temps de 20-30 minutes à la fin, vers 19h, pour répondre aussi à vos questions que vous aurez posées dans l'espace conversation chat de l'outil Google Meet. Pour introduire le sujet, j'avais envie de revenir sur deux notions qu'on va aborder ce soir et pour qu'on se mette d'accord sur une définition, on va dire commune, en tout cas qu'on parte sur les mêmes concepts et la même vision. La première, c'est la diversité, donc c'est un mot qui est beaucoup utilisé ou en tout cas qu'on entend assez régulièrement. Aujourd'hui, en tout cas ce soir, la façon dont on va parler de diversité, ça englobe vraiment toutes sortes de diversité. Donc, ça veut dire autant les diversités de genre, d'âge, d'handicap, d'orientation politique, de diversité économique et sociale, de religion, diversité professionnelle, diversité culturelle, personnalité. Donc, voilà, quand on parle de diversité ce soir, ça englobe tout ça. Donc, c'est finalement la diversité humaine. Et donc, ça inclut à la fois des aspects visibles, mais ça a aussi des facteurs moins visibles, tels que, par exemple, les croyances religieuses ou la nationalité, etc. Et la diversité au travail représente l'ensemble de ces profils au sein des effectifs de l'entreprise. Donc là, aujourd'hui, on va échanger sur comment faire pour assurer cette diversité au travail et notamment à travers ces méthodes, ces outils, ces expériences de recrutement. Une deuxième notion sur laquelle je voulais revenir, c'est la notion d'inclusion qui est différente de la diversité. J'ai trouvé quelque chose tout à l'heure, une phrase que je trouvais assez inspirante, qui disait qu'une culture d'entreprise inclusive, c'est une culture d'entreprise qui met en valeur les différences de chaque collaborateur. Et donc, du coup, en d'autres termes, l'inclusion, c'est donner vie à la diversité. Et donc, c'est de se dire quelles sont les capacités qu'on met en place, comment on favorise le vivre ensemble et les capacités à collaborer de chacun avec ses propres diversités. Pour inclure la thématique aussi du soir, j'ai repris quelques chiffres d'une étude, d'un sondage réalisé par l'Institut d'études ELAB et la Fondation Mosaïque pour un peu planter le décor de on en est où en France en termes de diversité notamment au travail. 40% des Français disent que la diversité n'est pas ou peu présente dans le monde du travail ou leur entreprise. Donc ça montre qu'il y a encore un gap. Et 61% d'entre eux citent que c'est le poids des préjugés qui est un critère ou un frein qui freine pour eux la diversité dans le monde du travail. Donc on reviendra sur cette notion aussi de préjugés avec nos invités de ce soir, voir comment on peut peut-être limiter ou limiter ces préjugés dans le monde du travail. Et 86% des interviewés estiment que la diversité sociale, culturelle et ethnique est un atout pour le monde du travail. Donc pareil, c'est quelque chose sur lequel on va revenir, à quoi peut servir la diversité dans une équipe, dans une entreprise, quels peuvent être les bénéfices. Il était noté aussi, je trouve ça intéressant parce que ce soir, on a 3 intervenants qui viennent de milieux, de secteurs professionnels un peu différents. On a François qui représente BNP Paribas, donc plutôt le monde, on va dire, bancaire. Vincent qui représente Vinci, donc plutôt le monde du BTP. Et Bérénice qui représente une association, donc plutôt le monde de l'économie sociale et solidaire. Et donc, il y a aussi des secteurs d'activité dans lesquels la présence de la diversité est perçue plus fortement, notamment, par exemple, dans le BTP, les transports, l'industrie. Et des fois, perçu un peu moins fortement, et notamment dans les univers tertiaires comme la banque, les assurances et l'immobilier. Donc, ce sera intéressant de voir justement à travers aussi vos témoignages ce soir comment dans chacun de vos secteurs cette diversité s'exprime.
J'ai assez parlé. Je vais passer la parole à nos intervenants. Et la première question que j'ai envie de vous poser ce soir, donc François, Vincent, je vais vous laisser vous exprimer en premier sur cette question, c'est pourquoi vous et votre entreprise, vous avez la volonté de diversifier vos talents dans votre structure et qu'est-ce que ça vous apporte? Je prends la parole en premier, comme on s'était convenu. Alors, je réponds à deux niveaux. D'une part, au niveau de l'entreprise, et je ne vais pas faire de promotion pour mon entreprise, mais vous pourrez aller voir pour prouver, voir ce que je dis. C'est groupe.bnp Paribas. Il y a un site de recrutement et j'ai regardé tout à l'heure. Et les deux premiers en tête c'est femmes entrepreneurs et diversité, avant même quoi d'autre. Donc, c'est une entreprise qui croit vraiment et qui prône dans la diversité. C'est peut-être pour ça que j'y suis bien depuis bientôt 30 ans. Donc ça, c'est le message corporate qui est peut-être le moins intéressant, mais il est prouvé sur Internet. À titre personnel, c'est une conviction profonde depuis toujours, donc ça ne se remet pas en cause, mais ça n'avance pas pour le débat. Je suis persuadé que la diversité, l'altérité augmente la compétence des équipes. Et j'ai fait des formations, j'ai fait du marketing à l'étranger, donc je sais un petit peu ce que c'est. C'est pas parce que je le sais que c'est facile. Donc, je suis persuadé que ça fait du bien, y compris quand ça fait du mal. C'est-à-dire que lorsqu'on est confronté à un autre que soi dans le monde, c'est un peu turbulent. Mais c'est ça qui est bien. Donc, il faut, je crois, avant tout, être sûr que être bousculé va faire avancer et non pas régresser. Si on est sûr de ça, on fait le pari que ça va bien se passer, mais il faut quand même beaucoup de précautions organisationnelles, relationnelles, pour que la diversité ait plus d'effets bénéfiques que d'effets négatifs. Voilà, donc c'est un choix, c'est un pari, c'est une certitude. Et plus concrètement, parce que là c'est la théorie, concrètement, dans des process de recrutement, on essaie d'être le plus objectif possible pour, paradoxalement, masquer la diversité par des process homogènes, le moins discriminant possible, pour faire apparaître les talents réels. Mais je crois aussi, moi, personnellement, que parfois une discrimination positive, en forçant le trait pour attirer volontairement ou choisir exprès des gens qui semblent différents et qui le sont peut-être, est un bon moyen aussi d'enrichir une équipe. Et moi, dans mes équipes, je veille, alors j'ai des petites équipes, mais je veille toujours à éviter l'endogamie, c'est éviter de se marier entre soi, d'éviter de prendre des mêmes profils que soi, même si c'est la tendance naturelle, parce que c'est rassurant et parfois ça repose sur des critères objectifs, même type d'études, signifiant peut-être parfois le même niveau de compétence, mais c'est parfois réducteur. Donc c'est un choix volontaire. Moi, j'en ai toujours été satisfait, y compris intellectuellement, parce que je suis fier de prôner cette diversité. Alors, c'est déjà la diversité de genre, hein, c'est quand même la plus simple à voir, puisque c'est 50% de la population qui est différent de moi, qui suis garçon. Donc, c'est la plus facile, mais il ne faut pas s'y arrêter. Et c'est déjà le plus facile. Et déjà, dans l'égalité homme-femme, qui est une élément de diversité, rien que ça, c'est pas facile au quotidien. Même dans une société moderne, même dans un pays moderne qui se dit moderne, c'est très, très difficile. Donc, après, les autres types de diversité sont parfois plus difficiles à identifier. Donc, c'est aussi délicat. Mais moi, je reste persuadé, et j'ai toujours eu des bénéfices, d'avoir des gens dans mon équipe qui étaient différents de moi en âge, parce que la différence d'âge est aussi une forme de diversité importante, hein, surtout quand moi je suis plus âgé que mes collaborateurs, même si au départ de ma carrière, j'étais le plus jeune de mon équipe et j'étais le manager. Donc il a fallu aussi que j'accepte une diversité de facto. Donc de toute façon, je ne pense pas qu'on peut y échapper, ou alors on reste dans sa cave et dans sa grotte. Donc plutôt prendre le pari que ce n'est pas une contrainte, mais une opportunité, et tout faire pour que ça se passe bien. Mais, on en reparlera après, je crois, ce n'est pas toujours facile. Merci François. Tu nous as dit que tu avais vu certains bénéfices de cette diversité. Est-ce que tu as un exemple ou deux de ce que ça peut apporter ou de ce que ça a pu apporter toi à ton équipe, tes équipes? Un regard différent, une pratique différente. Déjà, le principe du regard d'étonnement. Quand quelqu'un arrive et qui se pose des questions que nous, on ne se fait même pas poser parce qu'on fait toujours la même chose, avec les mêmes gens, avec les mêmes process, les mêmes outils depuis toujours. Donc, un regard neuf et donc différent fait toujours du bien. Et le rapport d'étonnement, moi, je le demande à tous les collaborateurs qui arrivent, qu'est-ce qui vous étonne? Et c'est quelqu'un qu'on aurait pris de soi-même, dans la même équipe depuis toujours, ne s'étonnerait plus. Donc l'étonnement initial et la proposition de faire changer les choses
est beaucoup plus naturelle de la part de quelqu'un qui est différent que de quelqu'un qui est identique. Donc, c'est la différence et en général l'amélioration que j'ai constatée toujours. Mais il faut être encore une fois très à l'écoute en disant ah oui, d'accord, ben, je ne l'ai jamais fait, mais. Et ce n'est pas parce que tu es nouveau ou divers que c'est pertinent, mais ça oblige à poser la question. Donc, c'est vraiment une réflexion de principe, mais en se forçant un petit peu, c'est toujours bénéfique. Alors, effectivement, quand la greffe avec quelqu'un de différent ne prend pas, ça devient un peu plus compliqué. Mais sinon, c'est toujours plus pratique. Merci François pour ce premier témoignage. Vincent, comment ça se passe chez Vinci du coup? C'est Vinci, c'est génial. Non, ça serait pas bien de le dire parce qu'effectivement, moi, je suis plutôt jeune entrepreneur et quand on m'a confié le groupe qui est dans le monde du BTP, alors moi, je suis plutôt Vinci Énergie, donc des métiers, c'est des métiers plutôt orientés sur l'énergie, donc électricité et ainsi de suite. Donc c'est encore avec une autre catégorie dans le BTP, mais clairement, il y a 10 ans, quand finalement on me donne ma première entreprise à gérer, je suis moi-même d'un profil différent. Hein, et donc, pour le coup, là-dessus, le groupe, même si ce n'était pas très ancré, la diversité dans les entreprises, il y a 10 ans, ils font déjà ce choix-là de mettre quelqu'un à la tête d'une entreprise qui a un profil un peu différent. Et le premier constat, c'est qu'effectivement, on est dans des entreprises type familiale où la diversité n'a pas forcément sa place, mais c'est parce que les gens, ils sont très bons, ils apprécient travailler ensemble, parce qu'ils se ressemblent à peu près tous. Mais je m'aperçois, et c'est tout de suite la conviction que je me dis en arrivant, c'est en fait, tout seul on va vite et à plusieurs on va plus loin. Et pour le coup, dans nos entreprises, on va très vite parce qu'on se ressemble, parce qu'on a l'habitude de travailler ensemble. Et finalement, on va pas très loin parce qu'il y a un paquet de plafonds de verre qui sont pas cassés sur des stéréotypes de tout genre. Et c'est le premier constat au bout de quelques mois que je fais avec les équipes, c'est de dire, voilà, pourquoi ça a un intérêt finalement d'ouvrir un peu les portes à nos entreprises, à notre entreprise, parce que finalement, moi, mon constat, c'est que c'est des sujets qu'on traite depuis des années, et que vous traitez ces sujets de la même façon depuis des années, et que finalement, l'entreprise, elle est peu différenciante, un turnover qui est un peu important, parce que les jeunes, on n'arrive pas forcément non plus à les capter, à les captiver, à les fidéliser, et le schéma, il se renouvelle sans arrêt. Donc, moi, c'était mon bilan vraiment avec l'équipe de dire, la première chose, c'est que plus on va diversifier nos recrutements, du coup, plus on va avoir une richesse à l'intérieur de l'entreprise, ce qui va amener différents échanges, différentes sensibilités, et de pouvoir aussi se différencier dans nos offres d'une manière générale. Et donc ça, pour l'entreprise, c'est aussi différenciant. C'est vis-à-vis de nos clients, vis-à-vis des parties externes, on va dire, des parties avec lesquelles on a l'habitude de travailler, c'est aussi d'amener une touche un peu différente de ce qu'on a l'habitude de proposer. Et donc ça, d'un point de vue, je dirais, compétitivité, différenciant, je trouvais ça plutôt intéressant. Mais au-delà de ça, c'était le vrai but premier, c'est de dire que dans une entreprise, si on veut être attractif, fidéliser les talents et les gens d'une manière générale dans les entreprises, c'était mon constat, c'est plus finalement on est différent, plus on échange, plus il y a de points de vue et plus l'entreprise est riche, plus on a envie de travailler ensemble et la qualité de vie au travail, elle est plutôt meilleure. Et c'est le vrai constat que j'en ai fait assez rapidement, c'est que l'arrivée à une parité homme-femme un peu plus importante dans des milieux du BTP, c'était un peu compliqué, mais une fois qu'on a réussi, ça a ouvert des portes. Ça y est, on pouvait souffler, on n'avait plus peur de parler de certains projets, de certains sujets. Et puis on a commencé à parler d'autres types de diversité. Et je m'aperçois qu'effectivement, tout ce travail qui a été fait en commun, mais je pense qu'on reviendra là-dessus sur comment on l'a fait, ce travail, parce que moi, c'était assez facile d'arriver avec mes convictions personnelles, mais après, il faut que tout le monde adhère et que ça soit un projet et une vision commune. Mais je m'aperçois que assez rapidement, les gens étaient convaincus que finalement, de ne plus recruter que des ingénieurs au poste de cadre dans les entreprises des BTP, ça faisait du bien. Le fait de recruter pas que des hommes de tel type d'études sur tel bureau d'études, ça faisait du bien aussi. Et d'avoir d'autres profils qui mettent les pieds dans le plat, qui amènent une sensibilité, une créativité qu'on n'a pas l'habitude d'avoir dans le BTP, en tout cas dans nos entreprises, ça faisait du bien, ça fait rigoler au début, et finalement on s'y fait bien. Et pour le coup, c'est des entreprises qui, pour moi, ça a amené beaucoup plus agile sur
beaucoup plus agile sur le secteur économique qui peut être un peu compliqué. Finalement, j'ai l'impression qu'on rebondit vachement plus vite parce qu'il y a des idées plus qu'avant, parce qu'on se remet en question beaucoup plus aussi. Des gens qui arrivent, qui ont fait des études qui finalement étaient largement différentes de ce qu'on a l'habitude de prendre dans nos profils, ben, je m'aperçois qu'ils ont effectivement des idées qui bousculent et qui fait qu'on s'en sort mieux quand on a une problématique parce que tout le monde échange un peu plus. On est effectivement plus attractif. Moi, je m'aperçois au jour le jour, maintenant dans le recrutement, eh ben, on a une visibilité, on est un peu plus connu pour aussi une boîte qui vit bien et qui aime la diversité. Donc ça rend un peu plus attractif, et notamment chez les jeunes, qui sont toujours quand même en quête de sens et qui veulent participer à ce type de démarche. Et puis, ben, on fidélise vachement plus. Moi, j'ai l'exemple de boîtes qui, effectivement, des turnovers qui ont diminué. Et ça, c'est un vrai plus. Avant, un jeune, on le gardait 3 ans maximum, c'est-à-dire qu'on avait dépensé de l'argent pour le former en tant qu'ingénieur pour qu'il finalement parte ouvrir un food truck parce qu'en fait, il s'était trompé de voie. Ben, je m'aperçois qu'aujourd'hui, c'est des gens qui vont rester plus longtemps parce qu'ils vont aussi apprécier un peu plus leur façon de travailler en commun, enfin en privé, et puis aussi collectivement. Donc, ça a pour moi apporté ses fruits. Il y a des vraies difficultés, je ne sais pas si on en parle tout de suite, mais de toute façon, il y a des portées de bâton à chaque étape. Mais finalement, c'est à chaque échec qu'on a réussi finalement à rebondir et à faire mieux les fois d'après. Merci. Si Vincent, effectivement, on parlera tout à l'heure aussi des difficultés que vous avez pu rencontrer dans cette mise en place cette vision, cette volonté d'aller vers la diversité des talents dans vos structures. Je t'ai coupé la parole. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Non, je pense qu'après on va poursuivre sur Ouais. le comment on l'a fait, mais bon, en tout cas pour le pourquoi, voilà. Alors après, moi c'était juste, c'est vrai que pour le coup on travaille dans des grands groupes. Moi je travaille dans un grand groupe, mais où c'est vraiment des entreprises à part entière. On n'a pas un service RH qui est là pour nous aider et nous former à recruter différemment. Donc c'est vrai qu'on est dans vraiment des profils d'entreprise où c'est une conviction personnelle qui part au début et qui essaye d'élargir à l'entreprise. C'est pas forcément le plus facile, mais ça on y reviendra après. Merci Vincent pour cet échange. Donc j'ai noté à travers vos témoignages, François et Vincent, cet impact positif de la diversité, plus de créativité, j'ai noté, plus d'attractivité des talents, de la résilience aussi face à la crise, à des crises, la fidélisation des talents. Donc on voit, ça peut apporter plein de choses. Maintenant, je souhaite passer la parole aussi à Bérénice sur ce pourquoi. Donc là, on a vu le côté plutôt entreprise, on va dire recruteur, manager. Bérénice, tu représentes une association qui s'appelle Article 1 et notamment un programme Job Ready. Qui permet d'accompagner, tu en parleras mieux que moi, mais qui permet d'accompagner les candidats, notamment de jeunes candidats issus plutôt de milieux populaires, à identifier, valoriser, certifier leurs soft skills, leurs compétences savoir-être. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi, justement, Article 1 s'est lancé dans ce projet-là et un peu la raison d'être de ce projet? Bérénice, on t'a perdu? Oui, vous m'entendez? Oui, là on t'entend. Pardon, je vais pas couper le micro. Oui, je disais Article 1 est une association qui promeut l'égalité des chances, que ce soit très jeune au niveau de l'orientation dans les études, puis dans la réussite scolaire, et puis dans les phases d'insertion professionnelle. Et le programme Job Ready, effectivement, est un programme qui est à la fois un programme digital et présentiel, qui permet aux jeunes, et notamment les jeunes les plus défavorisés, les jeunes boursiers issus de milieux populaires, qui ne savent pas toujours comment identifier, développer, valoriser leurs compétences, à exprimer leurs talents qu'ils ont pu développer au cours de leurs expériences, qu'elles soient professionnelles, non professionnelles, leurs engagements sportifs, citoyens, associatifs, et de les valoriser en soft skills, ces fameuses compétences qui ont une place aujourd'hui majeure quand on arrive en phase d'insertion professionnelle face à un recruteur. Voilà. Donc, ce sont des compétences qu'il faut avoir identifiées pour pouvoir développer son employabilité et parler de son parcours. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui plutôt le bas de CV. C'est là où on met un peu le fourre-tout de ses passions, ses loisirs, ses engagements qui ne sont pas visibles sur un CV et pourtant qui distants de qui on est et de l'ensemble de la richesse de nos expériences.
Super, merci, j'avais perdu mon micro. Du coup, pourquoi c'est important, selon toi, d'aider les candidats à, notamment dans cette notion de, comme l'ont dit François et Vincent, de diversité des talents, etc. Qu'est-ce que ça peut apporter aux jeunes que tu rencontres et que vous accompagnez? Eh ben, c'est vraiment aujourd'hui ces compétences transversales qui sont le deuxième critère principal dans la sélection finale d'un candidat. Comment on rend en fait le recrutement un peu plus inclusif. Nous, on a vraiment une démarche de plaidoyer auprès des entreprises où on va leur demander en fait de vraiment essayer diffuser et d'infuser cette notion de soft skills et compétences transversales et d'essayer au-delà d'un CV d'aller découvrir ces fameuses soft skills dans leur process de recrutement quand ils sont face à des candidats. Et nous, notre job aujourd'hui au sein d'Article 1 et du programme Job Ready, c'est d'aider ces jeunes qui n'ont pas forcément les bagages académiques, professionnels, les parcours les plus linéaires, à valoriser ces parcours-là en compétences transversales et faire en sorte qu'on parle tous le même langage. Et que ça permette aujourd'hui d'étudier des profils qu'on n'aurait pas forcément étudiés quand on est manager, quand on est RH, parce qu'ils ne correspondent pas forcément aux critères auxquels on est habitué à se confronter quand on sélectionne un candidat. Voilà, donc d'amener plus de diversité et plus d'inclusion en essayant de dépasser, j'allais dire, juste le background académique pour aller chercher toutes ces compétences transversales dans toutes ces expériences de vie qui sont aussi valorisables. Merci Bérénice. Justement, là, tu nous parles de recrutement et comment les soft skills peuvent être un outil finalement qui favorise le recrutement, la diversité dans le recrutement. François, Vincent, justement, si on parle de cette thématique de recrutement, il y a une volonté de développer la diversité dans vos équipes, dans vos entreprises. Qu'est-ce que vous mettez en place pour attirer des talents avec des profils divers au sein de vos structures, et aussi quelles sont peut-être les difficultés et les échecs rencontrés dans cette phase de recrutement par rapport à ça? François, Vincent, l'un de vous peut prendre la parole, celui qui le souhaite. François, vas-y. Ok. Ce qui est drôle, c'est qu'avec des visions personnelles et des grandes entreprises, on a quand même le même discours. Donc, c'est soit des personnes, soit l'environnement professionnel qui évolue pour les entreprises les plus modernes vers cette évidence de la diversité, avec notamment des impacts de RSE. Il ne faut pas se cacher. Hein. C'est quand même bien de se dire qu'on est divers et d'avoir des labels, des top employeurs, des choses comme ça. Mais c'est aussi la pression du marché, parce qu'il ne faut quand même pas oublier de le dire, en tout cas pour notre environnement bancaire, et je pense à grandes entreprises BTP notamment, et même énergie, il faut qu'on recrute. Il y a plein de gens qui veulent plus se faire chier dans une boîte. Et donc, il faut qu'on fasse la danse du ventre, il faut qu'on séduise, qu'on soit séducteur et séduisant pour des collaborateurs qui voudraient venir travailler dans nos bureaux. Donc, ça a quand même une assez grande révolution, parce qu'avant, on disait, il y a du boulot, il y a du chômage, les gens vont prier pour venir chez nous, mais c'est vraiment l'inversion forte. Et maintenant, nous, on doit séduire les gens avec des promesses, et des promesses tenues, surtout, avec l'impact des réseaux sociaux. Donc, c'est très important. Et les éléments de diversité prouvés. Quand il y a un recruteur qui est d'une minorité ethnique, ou qui est d'un genre différent, ou qui a une orientation visible, c'est toujours délicat. Lorsque c'est visible, la personne qui pourrait être fort proche de cette diversité dit « Ah, ça prouve que cette boîte ne les exclut pas ». Donc il y a les éléments probants. Et aussi, encore une fois de la pub, juste je dis, BNP Paribas était l'une des premières entreprises qui a signé la charte de l'autre cercle, donc en faveur de LGBT+. Et notre patron a témoigné, j'étais à cette conférence, j'ai eu la chance d'y aller, le patron a dit, moi j'ai reçu à peu près 50 000 mails de clients et un petit peu de collaborateurs injurieux en disant quoi vous soutenez cette cause il y a seulement 5 ans. Donc là, il faut avoir un courage, et je reviens au soutien, il faut un courage managérial et une vraie vision d'entreprise prouvée et probante. Voilà, donc il y a une cohérence. Et les difficultés, pour répondre à la deuxième partie de la question, les difficultés, c'est lorsqu'on n'est pas soutenu opérationnellement par son management ou par ses collaborateurs, parce que c'est bien beau d'avoir une conviction et d'être soutenu, mais après, il faut concrètement accueillir et valider le recrutement. Il peut y avoir des gens qui disent, non, quand même pas, c'est pas possible, vu son origine, vu son... Alors, elle ne le dira pas, évidemment, puisque c'est interdit par la loi, mais ça peut se percevoir. Et puis après, il y a la mise en œuvre de l'intégration réussie.
Et là, on retombe tous sur y compris sur mes préjugés, mes stéréotypes, mes biais inconscients. On a beau le savoir, on a beau essayer de passer outre, le naturel revient parfois au galop et donc c'est délicat. Donc il ne faut jamais oublier l'avantage qu'on vise parce que on peut voir au quotidien, c'est parfois difficile de faire l'effort de parier sur les compétences comportementales transversales, mais si la personne ne sait pas bien écrire un mail, ça va être un peu plus compliqué qu'à quelqu'un qui maîtriserait parfaitement la langue écrite française. Donc, je crois qu'on n'essaie pas de brosser un tableau idyllique, hein, mais il y a une volonté, mais ce n'est pas toujours facile pour des questions, et même la transversalité comportementale, c'est évidemment important, mais ce n'est pas toujours facile de donner ça comme critère objectif lors d'un recrutement, hein, comme disait Bérénice. Évidemment, c'est ça, parce qu'on embauche quelqu'un pour son employabilité et sa souplesse future, et non pas pour les diplômes qu'il a passés il y a 3 semaines, 3 mois ou 3 ans. Me semble-t-il, ça c'est passé. Donc, et cerner l'employabilité, la souplesse, l'agilité future, c'est notamment par des preuves non professionnelles et pas de diplôme. Mais c'est pas facile à cerner lors d'un entretien de recrutement. C'est peut-être ça une limite, hein, c'est qu'on aimerait bien pouvoir jouer sur des éléments moins objectifs, avec le risque de discrimination inconsciente. Je ne sais pas quelle est la réponse à ça. Mais peut-être que d'autres répondront. Merci François. Effectivement, Bérénice, tu pourras peut-être revenir aussi là-dessus tout à l'heure sur peut-être quels sont les outils que vous mettez à disposition des jeunes pour valoriser ça dans leur recrutement et peut-être aussi comment c'est perçu du côté des entreprises. Avant ça, Vincent, toi, de ton côté à Vinci, est-ce qu'il y a des outils, des méthodes, peut-être des canaux de diffusion de vos offres? Je ne sais pas, en tout cas, qu'est-ce que vous mettez en place dans votre recrutement pour attirer des profils divers et Alors, je ne vais pas parler au titre de Vinci parce que chacun va faire un peu sa sauce dans notre groupe. En tout cas, je vais parler, pour nous, c'est une fois qu'on avait décidé, on reviendra comment on a finalement amené ce processus, mais comment on veut recruter différemment. On a été assez vite conscient qu'on recrutait tout le temps au même endroit, dans les mêmes écoles, que ce soit d'un point de vue cadre, mais aussi d'un point de vue équipe de chantier. Donc, on s'est dit que la diversité elle venait déjà de notre levier de recrutement et des profils de recrutement. Donc, on a ouvert à différentes écoles qui n'étaient pas forcément celles qu'on a l'habitude d'aller contacter. Donc, on a ouvert des écoles d'architecture, à des écoles peut-être de commerce pour capter d'autres profils pour des cadres du BTP, ce qui n'était pas forcément quelque chose d'acquis à la base. Et puis, pour effectivement recruter sur du personnel de chantier des gens aussi qui viennent de milieux différents. Là, pour le coup, en tout cas, moi, je me suis assez vite inscrit dans un réseau d'entreprises locales qui s'appelle les entreprises pour la cité, sur lequel on était plusieurs entrepreneurs à se poser la question de comment on a des métiers en tension, il faut qu'on recrute, mais comment on peut recruter un peu différemment et mieux. Et donc ça nous a permis d'être vraiment en lien avec des associations de quartier, des associations sportives et avec tout type d'associations qui finalement pouvaient nous mettre un peu en avant vis-à-vis de la jeunesse et pas que, sur des profils qu'on n'avait pas l'habitude d'avoir chez nous. Donc ça a été l'ouverture à des écoles différentes, complètement différentes de ce qu'on a l'habitude d'avoir. Et puis aussi des réseaux d'entreprises et de la mise en adéquation avec des associations qui nous ont permis de recruter un peu autrement. Et puis, assez vite, on s'est aussi posé la question de les gens qu'on va avoir en stage. C'est souvent, nous, le format, on aime bien avoir des gens en stage qui restent chez nous. Et comment on rend attractif nos stages et comment on les fidélise pour qu'ils restent chez nous. Et en fait, on a mis assez vite, on s'est posé la question, qu'est-ce qui peut être sympa à faire pour les jeunes? Et donc, on a proposé les stages partagés. Donc, c'est-à-dire qu'un jeune qui vient en stage chez nous, il va sur une journée par semaine pendant son stage. Il est en stage dans notre entreprise. Mais une journée par semaine, il est dédié à une action qu'il veut faire avec une association à but social, sociétal, environnemental. Faut qu'il y ait un but pour que ce jeune-là, il soit effectivement, il apprenne nos métiers, il apprenne comment on vit dans l'entreprise, mais qui vit aussi à un moment de choses plus individuelles. Mais l'objectif, c'est qu'il relate tout ce qu'il fait dans son stage dans une association, cette journée dans l'association, au sein de l'entreprise, pour qu'il y ait une cohérence et qu'il puisse expliquer aussi comment il peut faire ramener des gens de l'entreprise dans l'asso dans lequel il travaille, avoir d'autres idées, et ainsi de suite. Et ça, pour le coup, les jeunes ont plutôt bien pris sur le stage partagé, ça a plu, et donc on a pu recruter un peu différemment. Et puis la dernière chose,
c'est une fois qu'on avait réussi à recruter un peu différemment, moi je crois beaucoup à la cooptation. Moi j'ai toujours envie de dire que effectivement il nous faut de la RH, il nous faut des recruteurs, mais quand même les meilleurs recruteurs c'est les gens des entreprises et que s'ils sont convaincus que leur entreprise aujourd'hui elle est chouette, elle est saine et la diversité est chouette, bah, ça sera les meilleurs recruteurs. Donc, on a passé avec les représentants du personnel un contrat de cooptation. Et donc, les gens qui ramènent un profil intéressant et qui est pris et qui est gardé dans l'entreprise au bout de sa période d'essai, bah, c'est des gens voilà, qui ont une prime pour avoir fait le travail d'investissement dans la partie recrutement, sachant que c'est des vrais sujets dans nos entreprises aujourd'hui. Donc, finalement, ça marche pas mal parce que les gens qui cooptent, ils ont pour but aussi, on sent qu'ils ont une certaine mission qu'on leur a pas donnée, mais finalement, ils aiment faire valoir la différence de la personne qu'ils ont ramenée, et puis ils sont un peu même le tuteur, et puis et ça fonctionne plutôt bien. Il y a des échecs, hein, mais on s'aperçoit que la cooptation, c'est quelque chose qui est un peu boosté aussi la façon de recruter différemment. Donc voilà, le profil des écoles, le réseau d'entreprises qui nous amène avec des associations qu'on n'avait pas l'habitude de rencontrer pour le recrutement, et puis la cooptation dans les difficultés, clairement énormément de difficultés. Les premiers, c'est que quand on est intervenu dans les écoles pour essayer de casser les stéréotypes, on était hyper contents de nous en se disant on va casser les stéréotypes en interne, en externe. Et moi, à chaque fois que j'ai pris la parole, j'ai fait un planté de bâton parce que je sais mal parler des sujets de diversité d'une manière générale. Quand j'arrivais pour parler de la féminisation, je disais à peu près une connerie sur une. Quand on parlait des autres sujets, c'était à peu près la même. Et effectivement, je me suis vite posé la question de se dire, en fait, je suis en train de faire du mal au sujet parce que je ne suis pas forcément formé pour bien en parler. En tout cas, j'ai les convictions, l'idée est plutôt saine, mais comment le vendre aux équipes en interne et en externe, je ne suis pas forcément bien formé, ou en tout cas bien préparé pour attaquer ces sujets-là. Et donc, j'ai assez vite passé la main. En tout cas, je me suis fait accompagner de gens où c'était leur travail. Je me suis fait aussi un peu former sur le sujet. Et finalement, je m'aperçois que c'est un vrai frein dans mes chefs d'entreprise aujourd'hui. Parce que bah, dès qu'on va parler pour un homme de féminisation, on ne sait pas trop comment on y va. Dès qu'on parle de handicap, on dit une connerie à chaque fois. Dès qu'on parle de diversité due à des gens qui viendraient d'un milieu différent, milieu populaire, ainsi de suite, c'est pareil, on n'est pas à l'aise. Et donc ça, c'était une vraie difficulté et des vraies frustrations, parce qu'en fait, on a l'impression qu'on voulait bien faire les choses, mais on était j'étais même plutôt mal à l'aise sur le sujet. Donc, pour le coup, moi, je me suis fait plutôt accompagner. J'ai embauché quelqu'un aussi qui m'a aidé dans ce phasage des différentes étapes de recrutement. Et puis, une fois plus à l'aise, finalement, j'ai l'impression que l'entreprise était plus à l'aise aussi, d'une manière générale, parce qu'on en parlait mieux, de façon plus saine, et qu'il n'y avait plus de faux, voilà, de sous-entendus qui étaient peut-être mal compris. Voilà. Merci beaucoup. Oula. C'est bon. Merci Vincent et merci François pour ces premiers éclairages sur qu'est-ce que vous avez mis en place dans votre recrutement pour favoriser cette diversité. Il y a plein de questions sur lesquelles on reviendra tout à l'heure, donc n'hésitez pas à continuer. Je m'adresse à tous les participants à poser vos questions. On prendra le temps tout à l'heure de les poser à nos intervenants pour enrichir les échanges. Bérénice, je souhaite te passer la parole sur justement qu'est-ce que, au sein d'Article 1 et avec le programme notamment Job Ready, comment vous outillez peut-être à la fois les candidats et aussi les entreprises pour justement favoriser cette rencontre, peut-être autre que le CV classique et notamment peut-être autour des savoir-être. Oui, c'est ça. Donc, notre rôle à nous, c'est de faire en sorte d'objectiver ces fameuses compétences transversales, parce que c'est sur une compétence, j'allais dire technique, c'est assez facile de la juger, de l'évaluer. Notamment, je sais pas, je vous donne un exemple. Parlons du niveau d'anglais. Bah, il y a le TOEFL, le GMAT qui donnent des points pour évaluer une compétence.
Et c'est très difficile quand on est en position de recrutement d'évaluer les compétences transversales. Donc nous, notre rôle, c'est aussi de faire en sorte de les objectiver. Alors comment concrètement ça se passe avec les jeunes qu'on accompagne, qu'on suit et les différentes structures? En fait, donc le Job Ready, c'est un outil digital et un programme d'atelier. Et sur la première partie où il s'agit d'identifier les compétences, les jeunes vont rentrer tout type d'expérience dans un chatbot qui va analyser les réponses et flaguer ces fameuses compétences transversales qu'ils vont développer pendant leurs expériences. Je vous donne quelques exemples. On peut imaginer qu'un jeune qui est entraîneur au sein d'une équipe de foot, il va décrire son expérience et on va lui détecter, l'intelligence artificielle, le chatbot va détecter que il a le sens des responsabilités, qui sait donner des directives. Voilà, donc imaginons un autre exemple, qu'un autre jeune fasse les marchés tous les dimanches à 6 heures du matin. Peut-être que en racontant cette expérience, le chatbot va identifier qu'il a le sens de la persévérance et de l'engagement. Peut-être qu'un jeune qui va raconter qu'il fait du soutien scolaire au sein de sa petite association de quartier, voilà, quelques heures par mois, le chatbot va identifier qu'il a développé la compétence pédagogie. Donc voilà, la première phase, c'est vraiment d'identifier quelles sont les compétences qui sont liées à toutes ces expériences, qui ne sont pas uniquement des expériences professionnelles. Je tiens à le préciser. La deuxième phase, c'est comment on fait en sorte ensuite d'évaluer ces compétences. Nos jeunes ont possibilité ensuite de s'auto-évaluer, de demander à un référent d'évaluer ses compétences et puis un tiers, un collaborateur, afin de pouvoir monter, voilà, de pouvoir agrémenter ces recommandations sur ces compétences et d'obtenir ensuite des badges. Donc on a différents niveaux de badges, débutants, experts confirmés, qui viennent donner de la valeur et une vraie crédibilité à ces compétences puisqu'elles ont été évaluées par des tiers également. Donc il va demander le jeune au référent de son association de l'évaluer sur sa compétence pédagogie. Il va demander à des personnes dans l'équipe de foot de l'évaluer sur sa compétence entraîneur, enfin, donc du coup sens de l'engagement, des responsabilités, etc. Et donc on va pouvoir avoir un certain nombre de badges qui viennent certifier ces compétences. Et dans un troisième temps, l'objectif c'est qu'il puisse se créer son propre CV de soft skills, de compétences, avec l'ensemble des expériences qui viennent soutenir ces compétences qui ont été acquises, flaguées et développées, et venir donc en entretien pour parler de ses talents en faisant référence à l'ensemble de ses expériences, qu'elles soient professionnelles, extra-professionnelles, scolaires ou extrascolaires. Voilà un peu l'objectif du programme Job Ready. Dans un troisième temps, on va aller proposer aux jeunes de se réengager sur des expériences bénévoles, caritatives, associatives, voilà, être réserviste, de dépouiller lors des élections les bulletins, d'avoir un engagement citoyen, pour continuer en fait à multiplier les expériences. Puisqu'on a la conviction que c'est par l'expérience et l'expérimentation que les compétences se développent et se consolident tout au long de la vie. Voilà. Donc ça vaut dans le cadre de l'insertion professionnelle, mais c'est aussi le cas ensuite dans l'entreprise. Demain, pour tout type de salarié, une compétence technique a une durée de vie aujourd'hui de moins de 5 ans. Quand on a fait du droit du travail, par exemple, il y a 10 ans, il y a 5 ans, on ne peut pas dire que son diplôme en droit du travail et quelques valeurs sur le marché aujourd'hui. Par contre, sa compétence, sa soft skills, capacité d'apprentissage continu, capacité d'apprendre à apprendre, ça c'est une vraie compétence à valoriser dans le cadre de l'insertion professionnelle. Voilà. Et donc tout notre travail à nous aujourd'hui, c'est d'avoir une lecture un peu différente des expériences. Et d'être en capacité de les valoriser dans le cadre de l'insertion professionnelle. Oui, pardon, Pauline, je voulais juste réagir à ça parce qu'effectivement, les gens qui sont issus qui sont dans une université se sentent comme plutôt porteurs de défauts ou de différences négatives, alors que et si on les identifie, elles sont au contraire, me semble-t-il, des valeurs plutôt positives parce qu'il a fallu déjà s'adapter à un environnement dans lequel
ces gens en général ne sont pas majoritaires. Donc il y a déjà toute une preuve qu'ils ont réussi à s'intégrer à un environnement, une famille, une langue, un pays, un regard déjà, je pense, s'ils arrivent à assumer ça. Donc déjà c'est un point fort par rapport à quelqu'un qui sort tout cru, tout cuit des études, des grandes écoles, d'une famille, d'une langue. Oui, c'est le cas. Je peux vous donner un exemple très concret, parce que j'étais avec notamment un jeune aujourd'hui qui ne parle pas de son expérience de job étudiant chez McDo parce qu'il ne voit pas l'intérêt. Pour lui, c'est un job alimentaire. Son objectif, il est financier. Néanmoins, ben voilà, il a appris et développé plein de compétences transverses, la capacité à travailler en équipe, à gérer le stress dans les périodes de rush entre midi et 14 heures, et puis après 20 heures. Enfin, voilà, énormément de choses en fait qu'on peut mettre en avant dans le cadre d'une insertion professionnelle, et ce qui fait effectivement qu'on apporte une lecture un peu différente du CV. Plus qu'avec un master en management, c'est sûr. Pas plus, mais complémentaire. Oui, mais plus opérationnel et probant qu'un master en management où on a pu glander et passer son diplôme comme ça. Oui, effectivement, donc effectivement, là, ça vient montrer qu'il y a une complémentarité. Les expériences, chaque expérience apporte effectivement des compétences à valoriser. Et sur ces sujets-là, justement, donc Bérénice, tu nous parles d'accompagner les jeunes et tu nous parles aussi d'un outil, un CV avec lequel potentiellement ils peuvent ressortir et utiliser dans leur candidature. Comment c'est perçu par les entreprises? Et là, j'ouvre ma question à vous trois sur si demain, Vincent, François, vous recevez un CV un peu différent où il n'y a peut-être pas le diplôme, mais peut-être un axe assez fort sur les soft skills. Enfin voilà, comment ça s'est perçu, Bérénice, si tu as des retours, et puis aussi Vincent, François, comment ça peut être perçu? Oui, alors nous, les retours qu'on a, c'est effectivement, c'est que ben voilà, au sein des entreprises, les recruteurs, les managers ont une réelle envie de bousculer un petit peu les lignes, mais ils ne savent pas comment objectiver les choses. Et donc, ce que nous, on leur demande, en fait, c'est d'être en capacité sur leurs annonces, par exemple, au lieu de mettre, voilà, diplômé d'école de commerce ou d'école d'ingénieur, bac+5, et ben de préciser les jobs, les job descriptions, les annonces en compétences transversales critiques dans nos métiers afin que voilà qu'on puisse effectivement tous parler le même langage, adopter un même référentiel. Donc, on a travaillé justement avec ces adopteurs-là sur un référentiel commun de soft skills. Reconnaître, surtout encourager et valoriser l'engagement et les expériences extrascolaires, extra-professionnelles, voilà, qui sont des opportunités de développement individuel, mais aussi, comme le disaient François et Vincent, des opportunités de développement collectif au sein d'une équipe, au sein d'une organisation. Et puis voilà, et vraiment sensibiliser aujourd'hui notre plaidoyer, les équipes, sur comment on peut donner de la valeur à ces fameux badges Job Ready, qui sont des micro-certifications finalement sur ces compétences transverses. Moi, à mon niveau, comme je disais, c'est plutôt dogmatique. On est encore dans le BTP avec des dirigeants d'entreprise qui recrutent de la même façon depuis 40 ans, 50 ans. Et alors, ça fera suite à ce qu'on dira après, mais je pense qu'il faut trouver le bon équilibre entre. Je pense on est assez ouvert, mais c'est vrai que moi, je suis peut-être un des plus jeunes et ouvert sur les sujets, donc ça me va bien, un CV très soft skill où on ne parle pas de la formation, ainsi de suite. Moi, ça va me plaire, mais 90% des gens qui dirigent une entreprise dans le BTP vont être encore orientés sur le savoir-faire. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut accompagner le changement, mais je ne suis pas sûr que c'est certain que ça faut être trop radical, parce que je ne suis pas certain que ça marche tout de suite. Et je pense que le bon équilibre entre effectivement un CV qui devient un peu différenciant sur le savoir-être, et savoir, on va dire, mettre en avant des choses qu'on a faites et qui ne sont pas liées forcément au travail, mais qui peuvent on peut avoir un lien, et aussi peut-être un savoir-faire un peu minime. Je pense que déjà on touchera beaucoup plus la population, en tout cas je parle pour le BTP, un peu plus une population un peu plus large. J'ai toujours la crainte d'avoir un CV un peu trop original qui fasse peur encore à des gens qui dirigent un peu à l'ancienne. Et pour le coup, on parlera peut-être des seniors aussi dans l'entreprise et du recrutement des seniors, parce que effectivement, il y a toujours cet équilibre à trouver. Et pour le coup, voilà, on n'a pas que des entreprises qui sont dirigées par des jeunes qui sont complètement ouverts aux soft skills et qui voient que ça, clairement, c'est ce qui va plaire dans l'entretien.
moi, je suis convaincu, mais je pense que pour accompagner le changement, il faut trouver le bon équilibre dans le CV. Je suis complètement d'accord. C'est-à-dire que si on prend un process classique d'il y a encore 4-5 ans avec une publication en ligne, un analyse des CV par des machines ou par des recruteurs, ils vont commencer par regarder le CV. Alors, soit le CV a été super bien boosté avec le bas de CV qui est très lisible, sinon ça va être un CV où on va regarder d'abord le diplôme et les études. Et là, l'étape suivante ne sera même pas atteinte. Par contre, il me semble que dans les recrutements plus modernes, plus récents, on va sur des job fairs, où on fait des speed meetings, où là, c'est la personne que l'on voit en premier avant de lire son CV. L'influence peut être plus forte parce que s'il présente visuellement et formellement des soft skills qui sont probants, la personne va déjà être « Ah ouais, d'accord, je vais sûrement lire son CV ». Alors que si on le lit à froid, on va peut-être moins le voir. Donc, on peut espérer que les nouvelles formes et modalités de recrutement, d'autant plus que nous sommes en pénurie, globalement, on peut dire, Vinci, nous, on cherche des gens et on peut prendre des risques en prenant des gens un peu plus différents qu'avant. Donc, je pense que le marché et les offres vont être en faveur d'un peu plus d'originalité. Mais c'est quand même encore à la marge, parce que dès qu'on reste sur des profils classiques, des postes classiques, on ne va pas pouvoir réussir à faire émerger ces petites différences qui sont pourtant essentielles. Merci François, Vincent aussi pour vos retours. Bon, ce que je trouve encourageant, c'est qu'on voit qu'il y a des acteurs comme Article 1 avec Job Ready et des managers comme vous, Vincent et François, qui sont engagés en ce sens. Et effectivement, la marche est encore grande, mais je suis sûre que en mettant toutes nos énergies, les choses vont peut-être aussi évoluer en ce sens. J'ai une dernière question avant qu'on passe aussi aux questions effectivement des participants. Il y en a quelques-unes qui nous ont été partagées. Vous en avez un peu parlé, Vincent et François, et Bérénice aussi, tu peux réagir là-dessus, sur cette notion de préparer aussi le changement en interne. Là, on parle des méthodes de recrutement, de cette vision que vous apportez un peu personnellement de la diversité. Comment vous avez fait pour accompagner ces changements dans vos équipes, pour accueillir finalement cette diversité dans vos équipes, et quelles ont été aussi les difficultés, les échecs potentiellement rencontrés pour casser peut-être les stéréotypes dans vos entreprises? Bon. On ne casse pas un stéréotype, malheureusement. On peut essayer de le tordre ou de le faire arrondir. Mais alors, là aussi, je reviens aussi à ce que disait Vincent, c'est que ce n'est pas parce qu'on a des convictions une fois et des bonnes intentions qu'on est bon. Et donc, il faut se former sur le discours, il faut se former sur le sujet de fond, sur l'égalité homme-femme, où j'ai un petit peu milité pendant 3-4 ans. Il y a beaucoup de choses où on croit bien faire et c'est contre-productif. Donc, il faut avoir un regard de pro, même quand c'est une conviction qui paraît bonne. Donc, la bonne volonté ne suffit pas, il faut travailler, connaître, en parler bien et ne pas être contre-productif. Donc, c'est très délicat. Après, dans une intégration d'équipe, moi, je crois qu'il faut être. Moi, j'essaie d'être le plus simple possible et le plus concret pour vexer personne et intégrer la personne. Exemple, moi, je sais que c'est quelqu'un, quand c'est d'origine maghrébine ou qui pratique le ramadan, on peut proposer à l'équipe, tiens, aujourd'hui, on va jeûner avec lui. Alors, ça peut être sujet à plein de débats, hein, mais je donne juste ma pratique, l'imagination que je propose. Ou que cette personne qui a un autre rite amène des gâteaux lors de sa fête à elle et pas seulement quand c'est Noël, quoi. Rendre les collègues curieux, et quand on est curieux et que l'on voit que c'est sympathique et intéressant, les gens disent « Ah bah oui ». En fait, le pire, toujours pareil, c'est l'ignorance. Et c'est l'ignorance. Donc, dès qu'on sait, dès que l'on voit, dès que l'on touche une différence, on se rend compte que ce n'est pas si terrible que ça. D'autant plus qu'il faut quand même rappeler que nous sommes tous différents. Et nous sommes tous divers. On est toujours le divers de quelqu'un. Et juste une anecdote comme ça, moi, j'ai commencé mon travail en Bourgogne. Et moi, j'ai peut-être un accent, mais moi, j'ai l'impression de ne pas avoir un accent. Mais évidemment, la bourguignonne m'a dit « Oh, monsieur Minic, qu'est-ce que vous avez comme accent ?» Et donc, c'est la mise en perspective de l'autre qui est intéressant. Voilà. Donc, je pense qu'il faut être très concret, très simple et casser l'ignorance. Casser l'ignorance, il restera des stéréotypes parce que ah oui, lui, il est bien, mais les autres sont. Mais petit à petit, de manière très pratique, très pragmatique, individuelle, je pense que c'est le seul moyen de s'en sortir concrètement dans une équipe. Et les difficultés, c'est que parfois les différences sont difficiles à vivre pour tout le monde et parfois ça peut être des différences professionnelles. Hein. Je veux dire que un rapport au temps ou à l'échéance qui n'est pas le même culturellement ou professionnellement acquis et qui est difficile à gérer, lorsqu'il y a un planning à tenir, on ne peut pas dire oui, je le ferai demain. Ben non, il faut le faire aujourd'hui. Oui, mais
Donc, il y a parfois des contraintes professionnelles qui se heurtent à des difficultés réelles. Mais ça, que ça soit diversité ou pas. Hein. Donc, je pense que la diversité n'est juste une différence de degré de difficulté d'intégration d'un collaborateur nouveau, mais ce n'est pas une différence de nature. Merci François. Tu me parlais aussi quand on avait échangé avant le webinaire sur la notion de confiance qui justement était peut-être un outil pour justement favoriser la vivre ensemble autour de ces diversités. Comme tu l'as très bien dit, ça peut être vraiment des diversités aussi de personnalité, on va dire, ou de comportement de travail. Et donc la notion de confiance, tu m'avais... Oui, alors là c'est la minute psychologie de comptoir, mais il faut avoir confiance en l'autre, évidemment. Mais il faut aussi, et peut-être surtout, avoir confiance en soi. C'est-à-dire être suffisamment serein dans son poste, dans son identité, dans son image de soi, pour pouvoir accepter d'être confronté à une différence qui ne sera pas acide et corrosive et qui ne me détruira pas, qui va m'enrichir. Donc, si je pense que tous les vieux qui bloquent, c'est parce qu'ils ne sont pas complètement sûrs d'être bien dans leur peau ou ne le sont pas vraiment, et donc ils vont se crisper, une résistance au changement classique. Si on est bien serein, bien sûr de soi, de son poste, de ses compétences, on n'a aucun doute que quelqu'un d'autre ne va pas nous altérer. Je ne veux pas nous altérer, mais il faut être sûr de soi, serein, pas bête. Donc la confiance en l'autre, hein, l'autre va pouvoir m'apporter, mais aussi confiance en soi. Merci François, ça pourrait faire l'objet d'un autre webinaire, cette notion de confiance. Et Vincent, est-ce que tu veux réagir aussi sur cet aspect de comment toi, au sein de tes équipes, tu as amené cette diversité? Oui, alors nous, la première chose, c'est que quand je suis arrivé avec mes gros sabots pour dire ça serait quand même bien de diversifier, j'ai perdu à peu près la moitié de l'entreprise. Et donc je me dis, si c'est pour recruter, mais en perdre la moitié, dans mon entreprise qui sont déjà en place, qui sont des gens très bien, je m'y prends sûrement mal. Donc effectivement, on a remis les cartes à plat et on s'est mis autour d'une table pendant une journée avec quelqu'un d'extérieur qui nous a fait travailler sur c'est quoi nos valeurs, je ne suis pas trop fan mais qu'est-ce qui fait qu'on a envie de travailler ensemble? Et c'est quoi notre entreprise? Comment on veut la développer à 5-6 ans? Et on a abordé ces sujets, de dire, mais si on veut aller un peu plus sur ces marchés-là, il faut qu'on ait quelqu'un qui soit un peu différent sur ce niveau-là, et ainsi de suite. Donc, on a travaillé sur la vision, tous ensemble, ce qui n'était pas, on avait toujours l'habitude de travailler sur la vision du commerce, du marketing et de la sécurité au travail. Finalement, on n'avait jamais travaillé sur la vision de notre RH d'une manière générale. Et donc, on a travaillé là-dessus. On s'est fait aider sur cette journée-là parce que je pense qu'il faut être, nous, managers ou recruteurs, au même niveau que les collaborateurs sur ces sujets-là et pas être le bien-pensant qui dit ça c'est bien et ça c'est pas bien. Donc, moi, je me suis mis au même niveau parce qu'à chaque fois que j'avais fait une tentative, je voyais bien que je n'étais pas le meilleur. Donc, on s'est mis au même niveau sur cette journée-là. Et finalement, ça a donné le pourquoi on a envie de travailler ensemble et sur quoi on a envie de travailler ensemble. Et une fois qu'on a défini ça, je me suis aperçu que dans le recrutement, c'était plus facile parce qu'effectivement, quand on parlait de soft skills, quand on discute avec les gens qu'on a envie de recruter, enfin qu'on va voir en recrutement, finalement, je me dis à un moment donné, j'oublie le CV, mais est-ce que dans la discussion, la personne qui est en train de me parler, elle va bien dans pourquoi les gens de l'entreprise aujourd'hui, ils ont envie de travailler les uns avec les autres. Et ça, c'est un vrai aussi plus pour le recrutement. Ça facilite le recrutement et on s'aperçoit on s'est moins trompé dans le recrutement parce qu'on avait une vision commune de pourquoi on voulait travailler ensemble et comment on voulait travailler ensemble dans le futur. Ça, c'est sûr que c'était un vrai sujet. Et puis après, on casse pas. Je suis d'accord avec François, on ne peut pas casser un stéréotype. Par contre, on peut essayer de mieux vivre avec. Et pour le coup, c'était très binaire, on était une entreprise très bien, on faisait des réunions d'entreprise où on parlait des finances, on parlait de la sécurité au travail et on parlait des fêtes de Noël. Et en fait, on a différencié un peu ces réunions-là aussi, on a fait intervenir par exemple du théâtre d'entreprise qui est venu jouer sur des sujets de discrimination, qui est venu jouer sur des sujets de handicap, qui est venu... et finalement, on a développé ces moments d'entreprise sur des sujets où on n'avait pas l'habitude d'aller. Et je m'aperçois que la mise en confrontation des opinions, la mise en confrontation des expériences a fait qu'on arrivait toujours à des discussions qui tenaient encore à table le midi parce qu'on n'avait pas été d'accord avec ce que l'autre avait dit et ainsi de suite.
Et en fait, je m'aperçois que toutes ces discussions et ces échanges, c'est aussi ça qui a fait que la diversité elle est arrivée plutôt sereinement et parce que les gens en avaient tellement parlé sur des débats que bon, bah, quand c'est arrivé, il n'y avait plus de sujet en fait. Mais effectivement, ce côté participer à la vision, que tout le monde soit d'accord sur où on veut aller, c'était hyper important. Moi, j'ai eu un vrai conflit. Alors, je sais pas, j'ai vu tout à l'heure parler effectivement du recrutement on parle beaucoup de recrutement des jeunes. Il y avait eu un vrai conflit sur la première analyse, sur nous, moi les plus anciens dans l'entreprise, qui disent mais finalement, aujourd'hui, c'est quoi notre place? Parce qu'on a l'impression que nous, on appartient pas à ce nouveau monde où on ouvre et ainsi de suite. Alors, c'était une connerie parce que pas mal des gens qui avaient aussi beaucoup d'expérience et étaient très ouverts sur plein de sujets, mais il y avait cette crainte qu'on vient de leur dire, bah, finalement, les nouveaux profils, c'est pas forcément du savoir-faire, c'est plutôt du savoir-être, et nous, on est quand même des sachants techniques. Et ça, c'était un vrai sujet où il a fallu trouver le bon équilibre dans le recrutement et finalement miser aussi sur des recrutements de gens qui ont beaucoup d'expérience, qui sont peut-être plus âgés, mais qui gardent aussi ce savoir-faire technique. Parce qu'en fait, notre objectif quand même, c'est d'être un garant, un expert technique à la fin. Mais le bon équilibre de l'expérience et de la nouveauté d'un point de vue profil, je pense qu'il faut bien le mesurer et faut y faire attention. Recruter, si on avait recruté trop de profils différents et complètement loin de ce qu'on a l'habitude, je pense qu'on n'aurait pas réussi. Et donc, il faut faire ça intelligemment et avec la sensibilité des uns et des autres qui sont déjà présents dans l'entreprise. Merci beaucoup. Bérénice, François, est-ce que vous voulez réagir par rapport à ça? Il est 19h05. Je vous propose qu'on prenne peut-être encore une minute et puis après qu'on réponde aux questions des participants. Est-ce que vous avez envie de participer à partager? Je laisse Bérénice, mais effectivement, là, on parle de diversité, mais les autres, mais il y a quand même l'existant, et donc c'est quand même les majoritaires. Donc c'est rajouter quelques petits points de poivre dans une soupe qui fonctionne. Et il ne faut pas que ça devienne immangeable, comme disait Vincent. Hein. Donc c'est du dosage. Aussi. Là, on ne parle que de ça, mais il y a aussi penser à tous les existants. C'est aussi la diversité. Voilà, donc c'est du dosage. Hein. Donc l'importance, comme le disait Vincent, d'inclure l'équipe existante dans cette vision et de les inclure dans ce projet. Je vous propose qu'on ouvre les débats avec les questions des participants. Donc Rémi on a sélectionné quelques-unes parce qu'il y en a eu plusieurs. On essaiera de répondre au maximum. On se donne une vingtaine de minutes, donc on va peut-être pouvoir prendre 3-4 questions. Les questions auxquelles on n'aura pas eu le temps de répondre, on essaiera de vous apporter des réponses après le webinaire. Une des premières questions qui va être assez rapide, c'est Vincent, tu parlais tout à l'heure, François aussi, vous parliez de formations qui vous ont aidé à prendre en main ces sujets un peu plus facilement sur les thématiques de diversité, de mixité, etc. Est-ce que vous avez rapidement les noms peut-être des formations ou des bonnes pratiques par rapport à ça pour ceux qui veulent aussi se former sur ces sujets? En fait, moi, je vais trouver, il y a des formations qui existent sur à peu près tous les sujets, mais je me suis plutôt rapproché de gens qui ont l'habitude d'en parler et finalement de les accompagner sur des conférences ou des choses comme ça. Je prends l'exemple de la féminisation. Moi, j'ai pas mal travaillé avec Elle Bouge, qui est un réseau français qui m'a permis de les voir ailleurs. Il y avait même Synergie, qui est une agence d'intérim avec une personne qui parlait très bien de la féminisation dans le travail. Donc, c'est plutôt aller voir ces conférences et discuter pas mal avec elle. Et puis, des formations qui existaient moi, je suis nantais, qui étaient proposés par des cabinets qui, voilà, pour parler de certains sujets comme le handicap, comme et puis la discrimination. Bon, voilà, moi, j'ai trouvé, ça se trouve assez facilement, mais c'est surtout aussi le réseau qui fait qu'on va aller discuter avec des gens qui en parlent facilement et plutôt bien. En tout cas, quand ils en parlent, on se dit pas, c'est tendancieux. Non, c'était plutôt simple. Donc moi, j'ai fait les deux. C'est plutôt de la discussion avec des gens qui maîtrisent et puis des formations qui existaient sur le marché. Je crois que c'est ça. Il y a des cabinets de consultants en formation spécialisés et quand ils sont bons, il faut les solliciter. Et puis effectivement aussi les chargés de com en grand compte des associations qui portent des causes sont normalement très bien dotés en compétences et en formation pour faire passer les messages. Donc, les associations représentatives de tel ou tel sujet, handicap ou LGBT, sont normalement bien éduquées pour éduquer les gens à recevoir les messages pour ensuite évoluer, effectivement.
Juste un truc que moi j'ai participé avant, je ne sais pas ce que ça donne maintenant, c'est Happy Men, Share More sur l'égalité femmes-hommes, vu pour les hommes dans un premier temps. Parce que si on fait l'égalité femmes-hommes contre les hommes, on n'y arrivera jamais. Tout à fait, c'est une notion d'égalité. N'hésitez pas, en tout cas, les participants qui nous écoutent, à partager, vous aussi, dans le chat, si vous avez des bonnes pratiques ou des sources, des ressources par rapport à tous ces sujets-là, à partager vos bonnes pratiques. On pourra aussi les mettre dans le compte rendu. Il y avait une deuxième question, vous l'avez un peu abordée tout à l'heure, on parle de diversité, on parlait pas mal de jeunes. Qu'en est-il des seniors? Comment vous incluez aussi, vous êtes inclusif avec les seniors? Qu'est-ce que vous mettez en place dans cette diversité aussi des âges? Pardon, juste un témoignage comme ça, parce que BNP Paribas, une pyramide des âges, donc 65 000 salariés en France, pyramide des âges assez classique, et donc avec un renflement vers le haut. Et on avait fait un sondage sur tous les types de diversité, et les répondants avaient dit que principalement, ils sentaient qu'il y avait une forme de ségrégation anti-vieux, alors qu'on n'avait absolument pas perçu le sujet. Et donc, il a fallu faire des travaux, des accords, et porter attention à ce sujet qui n'était pas apparu avant, perçu au réel, je ne sais pas, mais en tout cas, du fait de la population, il a fallu vraiment faire un effort pour que le rapport, déjà, il y avait un accord senior et les seniors étaient catégorisés seniors à 55 ans, ça avait fait hurler du monde, donc on a rechangé la tranche d'âge. Voilà, donc il y avait une perception, alors peut-être conjoncturelle, et après, tout le travail de reverse mentoring, de parrainage, permet de lisser l'écart générationnel, parce qu'on peut être âgé et être très jeune, et être très jeune et être complètement vieux con. Donc, ce n'est pas l'âge qui fait la différence, mais c'est une perception. Donc, sur le sujet, il faut être très vigilant parce que la population peut être très vite stigmatisée parce qu'on ne dit pas que vieux est une forme de discrimination, alors que c'en est une avec l'âge. D'ailleurs, en Angleterre, je crois savoir que l'âge est une donnée discriminante. La date de naissance est une donnée qui ne doit pas être connue parce qu'elle est discriminante par nature. En France, encore un peu moins, mais ça peut être un sujet très, très perçu parce qu'on n'en parle pas tellement, sauf maintenant peut-être avec les retraites ou les personnes qui doivent rester dans leur lieu sanitaire parce qu'ils sont exposés. Mais sinon, dans l'entreprise, l'âge n'était pas toujours bien identifié comme étant un facteur clivant. Voilà. Et en tout cas, nous, ça a été identifié et on a fait des mesures pour lisser cela. Mais ce n'est pas la plus grande des discriminations et des diversités. Me concernant, on n'est pas au niveau sur le sujet. Je m'aperçois que quand je regarde un peu les derniers recrutements qu'on a fait, quand on va recruter quelqu'un qui est plus âgé, c'est parce qu'il a l'expérience clairement du métier. Mais recruter quelqu'un qui a un profil un peu différent et qui n'est pas du métier, mais qui est âgé, c'est plus compliqué pour nos chefs d'entreprise. Et là-dessus, moi, je ne vais pas donner de leçons parce que je suis plutôt à l'écoute de bonnes pratiques et d'accompagner mes chefs d'entreprise de la même façon à casser aussi ces sujets-là. Je m'aperçois que c'est peut-être une vraie difficulté qu'on a. Quand on embauche des gens plus âgés, c'est pour leur expérience du métier sur lequel on recrute. On ne se donne pas les moyens d'embaucher des gens plus anciens à des profils différents qui n'avaient pas fait ce métier-là avant. Ça, pour le coup, moi, je ne suis pas bon et je suis vraiment preneur de bonnes pratiques et de bonnes idées. Super, l'appel est lancé. Si vous en avez, n'hésitez pas. Et puis nous, on pourra en chercher aussi de notre côté pour que ça puisse enrichir les échanges. J'avais un peu une question similaire par rapport aux gens qui vivent des périodes de chômage peut-être un peu longues et du coup qui ont des trous dans leur CV, en tout cas en termes d'expérience professionnelle. Du coup, qu'est-ce qu'il en est? Comment vous réagissez par rapport à ça? Comment en termes de recrutement? Et puis ça me fait... Ça fait le lien aussi, je trouve, avec Bérénice, que tu disais. Là, votre accompagnement est centré essentiellement sur les jeunes, mais finalement, même dans ces périodes de transition, on peut peut-être valoriser aussi des expériences autres que professionnelles pour justement limiter, en tout cas valoriser justement ces potentiels trous dans son CV pour aussi les valoriser comme des temps d'apprentissage. Donc voilà, qu'est-ce qu'il en est de la question des personnes au chômage qui n'ont pas d'activité professionnelle pendant un certain temps? Alors, peut-être que moi, je peux peut-être intervenir, et là, plus en mon nom personnel et dans mon expérience personnelle, puisque j'ai vécu aussi une période de chômage aussi, plutôt voulu, pour le coup, pour faire le point un petit peu sur mes envies professionnelles et passer finalement de ce job de DRH que j'avais avant et me poser les vraies questions sur comment j'avais envie d'impacter aujourd'hui plus largement la société. Moi, j'ai essayé en fait de pas faire de cette période-là
un drame est de multiplier les expériences d'engagement, quelles qu'elles soient, en association, pour découvrir aussi le monde associatif sur des thématiques qui m'étaient chères, l'insertion professionnelle des publics éloignés du marché de l'emploi. Donc, j'ai œuvré sur la cause des réfugiés, de leur insertion professionnelle. J'ai aidé des cabinets de recrutement issus de la diversité à se structurer. Enfin, j'ai essayé en fait en tant que bénévole de me créer un rythme et une vie professionnelle sur des thématiques qui m'intéressaient. Et j'avoue effectivement que le bilan de ça a été que j'ai pu consolider, développer de nouvelles expériences et compétences à mettre en avant dans un nouveau job en association qui n'a pas grand-chose à voir en termes de contenu avec ce que je faisais avant. Et c'est ce passage en transition qui m'a permis de pousser vers ce projet professionnel nouveau aussi. Donc peut-être en conseil, et là c'est mon conseil personnel, hein, c'est vraiment Bérénice qui vous parle et qui a vécu une année de transition, c'est de réessayer de s'engager au maximum sur des thématiques qui vous sont importantes, parce que ça apporte des choses que vous ne soupçonnez même pas avant même de les avoir effectuées. Merci Bérénice. Vincent, François, comment du coup vous percevez vous des CV ou des personnes qui sont en recherche d'emploi qui postulent chez vous? Peut-être je reprends le terme qu'un participant a donné, le trou dans son CV. Moi, j'avais accompagné quelqu'un qui disait voilà, j'ai travaillé, pas de problème, j'ai trouvé un boulot, et puis j'ai eu un enfant, donc c'était a priori une femme, qui a pris un congé maternité. Elle ne savait même pas comment le mettre dans son CV pour repartir sur le marché de l'emploi. J'ai trouvé ça terrible et pitoyable. Alors moi, je lui ai dit, intuitivement, c'est facile à dire encore, mais je lui ai dit, vous mettez ça comme une expérience extraordinaire, vous savez gérer les priorités, vous êtes disponible, vous êtes... il me semble... j'ai 4 enfants, mais il me semble que avoir un enfant est une expérience professionnalisante sur certains aspects. Donc, ce n'est pas pendant un an de vide sidéral. Mais est-ce que ça a convaincu l'employeur? Je ne sais pas. Et moi, si je recevais un CV avec 1 an de congé maternité, je saurais, j'ai aussi vécu, ce que ça veut dire comme compétence comportementale, y compris après de gérer les emplois du temps. Donc, on peut le voir sous cet angle-là. Après, moi, je sais que je regarde très souvent, c'est un petit truc, mais c'est très réducteur, le sport ou l'activité pratiquée, parce qu'il me semble que c'est un indicateur d'un comportement. Je pense que même si on ne connaît pas tous le foot, on imagine quand même, c'est un stéréotype peut-être, que la mentalité d'un gardien de foot, d'un gardien de but, n'est pas le même qu'un avant-centre. Donc moi, j'imagine, je projette qu'un avant-centre va avoir un comportement, y compris professionnel, différent d'un gardien. Voilà. Et donc, c'est parfois où le type de sport pratiqué peut révéler des choses et sur lesquelles on tire la trame pour après faire parler le candidat, évidemment. Mais voilà, ces petits trucs comme ça, parce que sinon, les voyages au cinéma et la musique, on n'en tire pas toujours grand-chose. Ok, donc là, si je comprends bien, c'est l'idée d'aller creuser peut-être ce que vous disiez tout à l'heure, le bas du CV finalement, enfin les expériences extra-professionnelles pour aller chercher les compétences à valoriser. Sans faire preuve de discrimination, parce qu'il y a quand même des questions qu'on ne doit pas poser et pourtant la réponse est très intéressante. Donc c'est très délicat. Entre discrimination et diversité, l'équilibre est, à mon avis, en tant que recruteur officiel, assez délicat. Vincent, est-ce que tu veux réagir sur ce sujet? Alors, moi, je suis sur des sujets où on a des métiers en tension. Donc, je vous prends sur les métiers notamment d'ouvriers, de monteurs, de techniciens chez nous. En général, n'importe qui arrive, qui a envie de travailler, on va s'y intéresser. Et là, le trou dans le CV, on s'en moque un peu parce qu'on a besoin de tout le monde. Donc ça, c'est déjà un autre sujet. Pour des gens qui seraient plus dans l'encadrement, nous, on est quand même dans des typologies d'entreprises où on prend de l'entrepreneuriat et on est vraiment dans ces valeurs-là. Et je m'aperçois que souvent, quand on a eu des profils qui arrivaient et qui avaient un trou ou 2 trous dans le CV, je m'aperçois que finalement, c'est des gens qui s'étaient posés, enfin, qui prenaient, et Bérénice l'a expliqué pour elle, mais souvent, c'est cette typologie-là. C'est des gens qui ont arrêté pour se poser les bonnes questions, ou alors ils avaient un projet personnel qu'ils ont essayé de monter et ils ne l'ont pas concrétisé, et ainsi de suite. Et finalement,
je m'aperçois qu'à chaque fois qu'à la fin de la discussion, ça rentrait bien dans ce qu'on cherchait. C'est quelqu'un qui, à un moment donné, s'est posé pour peut-être un projet personnel ou se reposer les bonnes questions. Et j'ai le sentiment que c'est pas forcément un frein aujourd'hui. Maintenant, je sais que c'est un frein pour l'avoir vécu il n'y a pas longtemps. Quelqu'un qui a 3 ans de chômage ou 2 ans de chômage, 2-3 ans de chômage, il y a tout de suite le tilt de se dire là, il y a un souci. Et ça, pour le coup, on n'a pas cassé encore enfin, en tout cas, moi, le premier. Il faut qu'on progresse là-dessus, ça, c'est sûr. Le 1 an pour la personne qui a effectivement se posé les bonnes questions et qui voulait faire autre chose, on va s'y intéresser. Les 2-3 ans, je m'aperçois que c'est un vrai frein et c'est plutôt discriminant de notre côté. De la même façon, comme pour l'autre sujet, je reste à l'écoute de voir comment font les uns et les autres. Super, merci. Ben, du coup, des outils comme sont proposés à Job Ready. Alors, ça s'adresse plutôt aux jeunes, mais en tout cas, cette dynamique et puis aussi ce qu'on fait avec Active Action, en tout cas pour les participants que ça intéresse, peuvent permettre de justement valoriser ces périodes de recherche d'emploi de 2-3 ans comme peut-être des éléments constructifs dans son CV. Il y avait une autre question aussi sur d'une participante, si je ne dis pas de bêtises, on parlait là du recrutement, de favoriser la diversité. Qu'en est-il sur l'après, une fois que la personne est en poste? Qu'est-ce que vous faites pour que la personne, entre guillemets, ne soit pas recalée à cause, par exemple, du français ou des codes culturels qui sont différents et de personnes qui ont besoin de plus de temps? Peut-être qu'une simple période d'essai de 4 mois, un accompagnement en tout cas peut-être plus long que d'autres pour réussir à, on va dire, s'intégrer et prendre leur autonomie sur la mission. La participante pense notamment à des réfugiés qui ont beaucoup de compétences comportementales et de résilience. Et voilà, qu'est-ce qu'on fait une fois que les personnes sont dans l'entreprise pour les accompagner? Moi, je vais juste prendre la parole. À notre niveau, on a fait des job dating avec des réfugiés parce qu'on avait effectivement, comme je vous disais, sur certains secteurs, on a besoin de monde. Et effectivement, on l'a accompagné derrière. C'est-à-dire que si on fait le choix de les accueillir dans l'entreprise, on a accompagné avec alors déjà des tuteurs, mais aussi des enseignants qui sont là à dispo pour pouvoir leur donner quelques cours à côté. On essaye on a eu pas mal d'échecs et en fait, on est en train d'essayer de construire, de co-construire des parcours d'intégration un peu plus longs pour que on soit plus dans l'échec mais dans la réussite. Et plus ce parcours il est co-construit et plus j'ai l'impression que ça fonctionne. D'un côté, les entreprises, les gens de l'entreprise qui ne se frustrent pas parce que qu'au bout de 4 mois, il n'a pas encore tout compris, mais en même temps, on ne parle pas la même langue, donc c'est compliqué. Et que la personne en face qui a plein de qualités et qui veut bien faire, mais qui s'en sort pas parce qu'on ne se comprendrait pas toujours sur les sujets. Donc, on est en train de travailler là sur un programme d'accueil, de co-construction pour l'intégration de profils un peu plus compliqués à intégrer et laisser plus de temps aussi sur cette période d'accueil et d'intégration. En tout cas, ça c'est pour notre expérience ici. À ma connaissance, notre grande banque n'a pas encore imaginé recruter des réfugiés pour en faire des conseillers bancaires. Donc, je ne répondrai pas. Par contre, à titre de bénévole ou notre entreprise aide des associations qui aident ces populations particulières. Sinon, pour un cas peut-être moins extrême qu'un réfugié, il s'agit là de management, tout simplement. Quelqu'un arrive dans une équipe, il a des particularités, c'est du management, là, me semble-t-il. Management de la diversité, même management des hommes, tout simplement, me semble. Tout simplement. Ça revient du management. Merci. Une dernière question, enfin j'ai un commentaire qui est intéressant, qui rejoint une question qui a été posée de Olivier qui dit que vous avez des réponses très encourageantes et positives, donc il vous félicite et il se demande si vous êtes représentatif de vos métiers ou si vous êtes un peu des poissons volants. Et ça rejoint une question qui a été posée tout à l'heure aussi, là notamment Bérénice aussi, peut-être que tu peux apporter ton expertise avec peut-être le réseau d'entreprises avec qui vous travaillez aujourd'hui à Job Ready, mais la question c'était si 80% des entreprises sont encore dans des modèles traditionnels, comment en tant que candidat on va essayer de cibler peut-être des entreprises un peu plus ouvertes aux compétences comportementales par exemple. Enfin, voilà, comment on cible peut-être des entreprises qui sont plus ouvertes à ça et est-ce que vous êtes des poissons volants? Non, évidemment,
on est sensible au sujet, on est volontaire et on en parle, et c'est facile d'en parler comme ça. On parlerait pas de la même manière avec des gens qui seraient contre cette vision du monde. Donc c'est un peu facile, mais je suis sûr et j'espère qu'on n'est pas les seuls. On n'est pas encore majoritaire peut-être, mais tout a commencé par des petits nombres au départ. Il faut le voir, mais il faut se battre. Par contre, il faut se battre quotidien, tous, tout le temps, avec les associations et tout le temps. Donc, voilà, l'optimisme est de décision. Moi, je suis plutôt à dire qu'on pouvait être un poisson volant il y a 10 ans sur ces sujets-là. Aujourd'hui, ça a quand même bien évolué. Et puis, il faut se dire, hein, aujourd'hui, un grand groupe, je vais parler des grands groupes, ils ont des rapports annuels à fournir. Et dans les rapports annuels, on va contrôler les actionnaires et vont contrôler ce qu'on fait d'un point de vue RSE d'une manière générale. Et ces sujets-là deviennent majeurs et de plus en plus majeurs. On a la plus grande banque aujourd'hui au monde qui dit qu'aujourd'hui, elle préfère investir dans les entreprises qui ont ces sujets RSE plus forts que sur les entreprises qui ne feraient rien. Et moi, pour l'avoir vu chez Vinci, dans le milieu BTP, les questions ont peut-être mis du temps à vraiment se poser sur la table, sauf que je m'aperçois que depuis 2 ans, les sujets sont clairement au cœur de nos managers. On a beaucoup d'informations, on a beaucoup de sujets, et qu'on nous pousse là-dessus. Donc, j'aurais tendance à vraiment positiver. En tout cas, moi, je le constate et je pouvais être un peu critique il y a 5-6 ans encore sur le sujet. Je m'aperçois que ça y est, on a pris un vrai virage et qu'on forme et on pousse les managers à voir différemment la vision sur tous ces sujets-là. Donc, Et pardon, je rappelle que sur certains marchés, ça peut paraître bizarre alors qu'il y a pas mal de chômeurs, beaucoup trop, mais sur certains marchés, certains types de travail, on cherche des employés, des candidats. Et donc, c'est les candidats qui cherchent des bons employeurs qui ont le pouvoir maintenant. De plus en plus, même si ça paraît paradoxal au niveau global, mais il y a je pense que Vinci, c'est les candidats qui peuvent commencer à dicter leurs lois et dire non, toi, tu n'es pas assez divers, je ne viens pas chez toi, va te faire voir. Donc, les candidats ont plus de pouvoir qu'avant, même si ça ne se sent pas au niveau macroéconomique. Merci. Bérénice, est-ce que avec Job Ready article 1, vous voyez le nombre d'entreprises partenaires évoluer? Bien sûr, en fait, il y a un vrai enthousiasme par rapport à l'accueil du programme globalement, hein, que ce soit la plateforme digitale ou les programmes présentiels aussi. Enfin, les entreprises nous proposent aussi parmi leurs salariés des bénévoles pour venir animer ces ateliers auprès des jeunes. Donc des bénévoles RH, des bénévoles managers qui viennent sensibiliser les jeunes à l'importance des soft skills dans le monde de l'entreprise. Donc voilà, donc il y a du répondant. On a aujourd'hui une 30aine d'entreprises qui ont signé un manifeste pour la valorisation des soft skills dans le cadre d'une meilleure inclusion économique et meilleure égalité des chances. Donc il y a déjà une 30aine d'entreprises qui nous soutient et qui s'engagent à nos côtés. Et puis voilà, donc il y a ceux qui sont très proactifs sur cette thématique, voilà, parce que culturellement ils l'ont travaillé depuis un certain temps. Et puis il y a aussi ceux, comme vous le disiez, qui se retrouvent un peu sur des métiers ou sur un marché en tension, sur certains profils, et qui par la contrainte se trouvent obligés de repenser un peu leur process de recrutement, leur profil cible, etc. Parce qu'il y a encore des milliers d'emplois non pourvus aujourd'hui. Voilà, je ne citerai pas certaines filières, mais quelques cabinets d'audit et autres, cabinets de consulting, enfin des secteurs cibles sur des métiers en tension qui viennent effectivement au recrutement par la diversité, au recrutement sans CV, aux nouvelles méthodes de recrutement inclusives, par la contrainte, mais qui ne sont pas, moins engagés dans leur volonté de transformation. Voilà, donc je pense qu'il y a une évolution positive des mentalités. Et ensuite, le sujet, c'est comment on met en œuvre. Voilà. Globalement, et quels sont les outils à disposition pour permettre ce recrutement plus inclusif et comment un profil différent peut arriver à se mettre en avant. Merci, merci Bérénice. Il est 19h27. Je vous propose pour qu'on
on réussisse notre engagement de finir à 19h30, là, je m'adresse aux trois intervenants, donc Vincent, François et Bérénice. Est-ce que vous avez un dernier mot, une dernière phrase, une inspiration, une initiative que vous trouvez intéressante sur ces sujets, une lecture, je ne sais pas, quelque chose à partager à tous aujourd'hui pour continuer à creuser sur ce sujet? Oui, moi, c'est un petit exercice que je propose à tous qui a beaucoup de succès. Toujours autour de cette thématique, comment on valorise des compétences qui ne sont pas forcément identifiables dans un CV. Moi, je propose à tous les participants de choisir un binôme dans son entourage et de lui raconter une expérience, un engagement personnel, une expérience qu'il a beaucoup aimée, dans laquelle il s'est beaucoup investi, où il a mis beaucoup d'énergie, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de passion, quelle qu'elle soit. Si c'est être parti une semaine en vacances à vélo, ça peut être plein de choses différentes, avoir fait un voyage spécifique, avoir participé à des maraudes dans son arrondissement, dans son quartier. Enfin voilà, racontez une expérience qui vous est chère et demandez à votre binôme d'essayer d'identifier les compétences que vous avez activées pendant cette expérience et vous verrez, vous serez étonnés. Merci Bérénice pour cette activité. On a du coup de quoi s'occuper ce soir après le webinaire. Vincent, Pas mieux, très bien. Vincent, est-ce que tu as toi une inspiration? Des inspirations, j'en ai plein, ça va être long. Mais non, mais ce que disait Bérénice, c'est plutôt intéressant. Et moi, j'aime bien je veux toujours plutôt me dire, mieux on se connaît dans les entreprises et finalement mieux on recrute aussi parce que on connaît les sensibilités des uns et des autres. Et c'est vrai que moi, j'aime bien en réunion, mais même en entretien, de dévier sur voilà, une passion et ainsi de suite. Et je m'aperçois que souvent, ça arrive à on tire le fil et en fait, on commence à avoir plein de compétences qui sortent et qu'on n'était pas au courant de la personne. Et des fois, en interne comme en externe, c'est ça qui va faire qui va mettre du lien et on va aboutir soit à un recrutement, soit à une évolution aussi au sein de l'entreprise parce qu'on ne savait pas toute la compétence qu'elle pouvait avoir à l'extérieur de son métier que si ce n'est que son métier de base. Donc voilà, je suis plutôt adepte moi dans ces réunions, de finir ces réunions pour que quelqu'un raconte un truc qu'il n'a pas l'habitude de nous raconter et puis on en discute. Merci Vincent. On arrive au terme de ce webinaire. Je remercie chaleureusement Bérénice, Vincent et François de nous avoir rejoints pour partager vos expériences de terrain, votre vision, que ce soit les vôtres ou celles de vos structures. Je trouve ça super encourageant. On voit qu'il y a encore du travail et des choses à faire, mais en tout cas de voir qu'aujourd'hui on arrive à voir que des grands groupes, des acteurs de terrain œuvrent en même sens, ça donne de l'espoir en tout cas pour l'avenir. On n'avait qu'1 heure pour parler de ces sujets, donc c'est assez court. C'est des sujets qui mériteraient beaucoup plus de temps. Justement, je vais, avant de vous laisser partir, juste partager rapidement mon écran pour vous indiquer les prochains événements qu'on organise autour de ce sujet. Hop, donc normalement, vous voyez mon écran qui apparaît. Tac. Hop. Donc, on a des prochains événements sur le sujet du recrutement, notamment constructif, inclusif. On a un atelier de co-développement, donc c'est 2 heures qu'on passe en ligne avec des plus petits groupes, une dizaine, une quinzaine de personnes, là où c'est vraiment interactif. Donc, moi, je parle beaucoup moins et l'idée, c'est que les participants puissent échanger. Où là, le sujet, c'est comment rendre son recrutement efficace, constructif et inclusif. On parlera notamment d'un sujet que Bérénice nous a parlé aujourd'hui, des savoir-être, comment identifier les savoir-être dans son recrutement et comment proposer un processus qui soit constructif pour le candidat, c'est-à-dire même si je ne le prends pas à la fin, je vais proposer une expérience qui va lui servir dans sa recherche d'emploi. Le 20 octobre, on a un déjeuner inspirant, donc sous la même thématique un peu du jour, de s'inspirer d'intervenants. Donc là, l'idée, c'est de partager un repas avec un intervenant inspirant. On n'a pas encore le nom, donc on vous le communiquera bientôt. 18 novembre, un autre webinaire. On continue sur cette thématique de l'entreprise inclusive. Aujourd'hui, on a plus centré sur le recrutement. Le 18 novembre, on parlera plus de l'intégration et de comment manager la diversité avec aussi des intervenants inspirants. Et on a également des formations qu'on propose, donc on vous enverra aussi les informations pour ceux qui le souhaitent, sur notamment comment animer des réunions collaboratives ou comment recruter de manière inclusive, donc toujours dans cette dynamique collaborative de diversité. Pauline, on voit pas le bon écran, je pense. Ah bon? Oui, on voit conclusion, Ah. on voit les déroulés du webinaire et pas les slides.
Merci Rémi pour cette intervention. Hop, je les repartage vite fait. De toute façon, on vous les enverra dans le compte rendu. Donc, merci à tous d'avoir effectivement, ça y est, je vois mon erreur. Merci Rémi. Je disais donc qu'on vous enverra un compte rendu avec des verbatims voilà, qui sont sortis de ces échanges. On mettra également la liste de ces événements que vous devez sûrement voir apparaître cette fois-ci sur mon écran. Donc voilà, on vous les redonnera avec les liens pour vous inscrire. Merci à tous d'avoir participé. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à les poser dans le chat. On essaiera d'y répondre dans le compte rendu qu'on vous enverra. Merci à tous, bonne soirée, bon appétit.